Ravi de vous accueillir. L'invité de TV5 Monde est au Salon du Livre et de la Presse de Genève avec nos amis de la radio-télévision suisse et puis Zep qui est ici. Bonjour. Avec Titeuf qui fête ses 20 ans. Il y a une grande exposition à l'intérieur de ce salon. 20 ans et toujours à l'école. C'est marqué sur l'affiche. Ouais. Non mais c'est terrible d'être encore à l'école. Terrible, ouais. Mais il y en a qui ont vécu pire. Hein. Regarde, Tintin, 50 ans avec la même paire de pantalons, c'est encore plus trash, je trouve. Mais j'ai dû. Le créateur, il a perdu un peu ses cheveux, mais Titeuf pas du tout. Hein. Toujours. Ça commence mal cette interview. Ah non, mais je ne fais que citer ce que j'ai entendu. Hein. D'accord. C'est présenté comme ça. C'est vrai, ouais. Non, Titeuf, il a un peu évolué parce que voilà, graphiquement, 20 ans, mon dessin a un peu bougé. Il évolue, même s'il grandit pas, il évolue parce qu'il peut pas refaire les choses qu'il a déjà faites. Oui. Mais c'est un peu le paradoxe des personnages de BD. Ils évoluent mais ils grandissent pas. Il a toujours le même âge et il est toujours dans la même classe, ce qui est bien son drame. Alors ici, on est donc avec nos amis de la radio-télévision suisse. Et là, autour, dans ce salon du livre, on voit des archives. On vous voit en 1989, jeune dessinateur. Zep, votre premier personnage s'appelle Victor. Et vous vous demandez si c'est possible de toute sa vie de dessiner pour les enfants, si on ne devient pas un peu dingo si on fait ça toute sa vie. Ouais. Vous voyez, je suis en pleine santé mentale aujourd'hui, ça va. Donc, mais j'ai pas encore fait ça toute ma vie. Hein. J'espère qu'il me reste quelques années à vivre. Mais effectivement, dans mes débuts, je me demandais comment vieillissait un dessinateur. Et je pense que c'est une question que se posent tous les dessinateurs. Comment on vieillit en racontant des histoires avec un personnage, parce qu'on n'a pas envie de raconter les mêmes choses à 20 ans, à 40, à 60. Et c'est un métier où la bande dessinée, on met longtemps à apprendre à le faire, on met longtemps à posséder son dessin. Donc des fois, on met 10 ans à trouver son style, et quand on l'a trouvé, quand on possède bien son style, on se rend compte qu'on n'a plus envie de raconter les choses qu'on avait envie de raconter quand on a commencé à le développer. Donc moi, je crois que j'ai eu beaucoup de chance avec ce personnage parce que les choses ont été instinctives, très peu réfléchies. Je savais juste que j'avais envie de pouvoir parler de beaucoup de choses, que je retrouvais mon enfance et que c'était une manière de prolonger une part d'enfance, mais justement de poser un regard sur ma vie d'adulte. Et je me disais, à partir du moment où on parle de la vie d'adulte et de l'actualité, c'est relativement illimité. Donc je vais pas m'emmerder en gros. Je vais pas être obligé de dessiner toujours les mêmes choses. Ce qui m'inquiétait beaucoup déjà à ce moment-là. Et puis, franchement, il y a 20 ans, j'avais l'immense espoir que mon premier livre serait publié et que quelques personnes me feraient l'honneur de le lire. Mais je pensais pas être là 20 ans après avec ce personnage. Parce que la journaliste suisse qui vous pose des questions à ce moment-là, elle vous dit « Mais est-ce que vous arrivez à vivre pour acheter vos crayons de couleur ? Est-ce que ça vous permet grâce à vos dessins ?» À l'époque, non, franchement. Je me rappelle que j'avais fait une émission, ma première émission de télé, on m'avait posé cette question qui est une question un souci très suisse. Hein. Est-ce que vous gagnez votre vie avec la bande dessinée ? J'ai dit non. Est-ce que vous payez votre loyer ? Je gagne pas ma vie et je vous cache pas que là j'ai encore pas touché un centime sur le livre que j'ai fait. Et le lendemain mon éditeur m'appelle et il me dit mais comment tu peux dire une chose pareille ? Il faut pas dire ça, il faut faire rêver les gens, il faut leur dire que tu gagnes plein d'argent. J'ai dit alors paye-moi. Et alors ce qui est incroyable c'est que ce petit Zep comme ça avec les cheveux en avant à l'époque, hein, j'insiste là-dessus. Lourdement. Et il dit moi mon grand projet là où j'ai envie de prendre mon pied, c'est un personnage qui va s'appeler Cradock qui est un jeune punk poursuivi par une assistante sociale. Vous croyez qu'on fait un succès avec un sujet pareil, Zep ? Non, effectivement, je vous le confirme, on n'en fait pas. Mais quand j'ai proposé Titeuf les premières fois, je pensais pas non plus que ça ferait un succès puisque tout le monde l'a refusé. Hein. Au début, je l'avais proposé quand même à une bonne demi-douzaine d'éditeurs qui l'avaient tous refusé. Et le seul qui l'a voulu, c'est celui à qui je l'avais pas proposé, c'est Glénat, qui m'a contacté pour le faire. Et franchement, j'étais tellement peu convaincu qu'un éditeur allait y croire jusqu'au bout que jusqu'au moment où j'ai reçu le premier album par la poste, j'étais sûr qu'on allait m'appeler pour me dire non, attendez, on s'est trompé, en fait, il y a une erreur, on a mélangé votre nom avec quelqu'un d'autre, on va pas le faire. Mais est-ce que c'est vrai que vous avez entendu des gamins dans la cour ? C'est les expressions des gosses qui vous ont dit ça y est, j'ai trouvé le truc. Et il y avait une histoire de pu du je sais pas quoi. Oui, il y avait mon atelier donnait dans une cour d'école et donc au moment de la récré, j'avais le vacarme des enfants et je me mettais à la fenêtre pour écouter.
et j'entendais ce langage très que je très n'ai pas vert, employé, hein, vous avez voilà, vu. Hein. très très transgressif des enfants. Et je me suis souvenu à ce moment-là de mon enfance, qui est revenu pratiquement d'un coup, bam, comme ça, qui m'est arrivé. Et j'avais une image de l'enfance qui est souvent celle des adultes, qui est un peu, on l'a un petit peu reformaté, on l'a un petit peu romancé, et qui est aussi vachement liée à la littérature jeunesse. On a une image de l'enfance enfin, en tout cas à cette époque-là, on avait une image de l'enfance dans la littérature jeunesse qui était assez stéréotypée, c'est-à-dire l'innocence, une certaine candeur, une certaine pureté. Et c'est malheureusement faux. Enfin, on n'est ni pur ni innocent, mais on découvre des choses, mais il y a une vraie soif de comprendre et qui demande d'être souvent, comment dire, assez inopportun. Ouais. Quand on va partout, on pose des questions, on met les pieds dans le plat, on forme essaye des trucs. Enfin, on est un peu fou finalement quand on est un gosse. on On est un n'a peu aucune fou. barrière. Et c'est important de faire des bêtises quand on est enfant, parce que alors depuis c'est quelque chose qu'on a beaucoup valorisé. On sait que voilà, il faut essayer, il faut transgresser les limites pour grandir. Ouais. Mais à ce moment-là, ça se faisait pas, même si les pédopsychiatres le disaient, la littérature jeunesse s'en gardait bien, et la bande dessinée pour la jeunesse était très très coincée encore par rapport à ça. Donc quand le premier Titeuf, quand j'ai proposé les premières pages, partout on m'a dit c'est pas de la bande dessinée familiale. On peut pas dire ça, on peut pas parler comme ça, on peut pas employer ce langage-là. Et le langage de Titeuf, pour moi, est loin d'être grossier. Il y a certaines grossièretés, il joue avec le langage parce qu'il s'amuse avec le langage, c'est important, mais c'est vachement important pour grandir de jouer avec les limites du langage. Et on m'a dit on peut pas parler de ça dans la bande dessinée. Je dis mais on en parle à la télé, on en parle même dans la littérature, les romans jeunesse, on commence à en parler. Dans les films que voient les enfants, on a un langage qui est vrai. Pourquoi on est obligé dans la BD de continuer à dire ça perd l'hypopète? Enfin, on est ridicule, on passe vraiment pour des ringards. Donc il faut changer ça. Évidemment, ça a pas, on m'a pas écouté, mais avec le temps, voilà, Titeuf a pu vivre et a pu prendre sa place. Et je pense qu'il y avait vraiment une place à faire là-dessus. Alors, il y a eu une belle conférence de presse avec les enfants tout à l'heure ici dans ce salon du livre de Genève. Les enfants posent des questions fondamentales. Il est temps de répondre, Zep. Ouais, il est temps Pourquoi la sœur de Titeuf s'appelle Zizi? Mais c'est pas logique, c'est pas logique. Effectivement, je comprends que ça peut plonger les lecteurs dans un certain trouble. Elle s'appelle Zizi parce que son vrai nom est probablement Suzy ou Rosie et qu'elle a un diminutif. Mais enfin, moi, j'adore les conférences, enfin ces moments débat avec les enfants. Parce qu'enfin, quand il y a des moments débat publics, moi j'ai toujours à la fois des lecteurs qui sont très jeunes, des adultes, enfin il y a des gens de tous âges. Ce qui fait qu'on va passer de questions qui sont, mais alors vous pensez que le regard sur la manière dont on peut parler aux enfants aujourd'hui dans la presse et dans tout ce qui est socioculturel, ce que ça a changé en 20 ans. Puis après pourquoi Puduc s'appelle Puduc. Et je trouve que Vomito, est-ce que c'est vrai? Vous l'avez connu? C'est vrai, bien sûr. Mais c'est assez simple parce que ça montre que voilà, on a un personnage enfin, c'est aussi ça le livre, c'est qu'on peut le lire de plein de manières différentes et on peut avoir 50 ans lire de la bande dessinée, on peut avoir 5 ans et aussi la découvrir. Et qu'est-ce qu'on est content, Zep, d'être ici, en Suisse, au Salon du Livre et de la Presse de Genève et de vous dire bravo. Merci, nous étions avec nos amis de la radio-télévision suisse ici au Salon du Livre. On se retrouve encore demain, l'invité de TV5 Monde. Merci, Zep. À bientôt.